l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Nous retrouvons cette semaine le philosophe Pierre Kay, auteur notamment du dernier essai « Seul le temps nous appartient » aux éditions Verdier. Pierre Kay, bonjour. Bonjour. Alors la semaine passée, nous avons démarré cette réflexion sur le temps, ou plutôt sur notre dépossession du temps. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette réflexion autour d'une tendance générale qui nous traverserait, c'est celle de vivre un peu par procuration, soit parce qu'on passe notre temps à nous projeter dans les futurs, dans des projets, dans des choses à venir, mais qui sont finalement illusoires, soit au contraire, en pétrifiant le temps, c'est-à-dire en se réfugiant dans le passé pour échapper à la réalité du présent. Et ce que vous dites, c'est que le présent a évidemment ses impératifs et qu'il est important de saisir ce qu'on est en train de faire dans le présent. Il s'agit, je vous cite, d'obéir à l'impératif du présent. Et dans chaque existence, cette fameuse densité du réel, ce qu'on recherche, c'est-à-dire le fait de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose pour soi et pour le monde, est-ce que ça serait ça, donner de la densité au présent ? Qu'est-ce que c'est de donner à l'instant sa consistance ? C'est être présent au présent. Ce n'est qu'un jeu de mots un peu difficile en latin, mais qui est formidable. Le temps qui fuit entre les doigts comme du sable ou comme de l'eau, il dit « Ah, mais ça, c'est la dilatio. Hein, c'est le fait, le temps passe, on ne fait pas les choses, on les laisse filer, on ne vit pas. » Et à la dilatio, il oppose ce qu'il appelle dilatare. Dilater le présent. Faire en sorte que chaque moment du présent soit dense, porte quelque chose, soit au service d'une action, faire en sorte que votre corps habite à la fois l'espace et le temps. Voilà en quelque sorte comment on passe de l'instant, ce qui est instable, même si sans doute l'étymologie n'est pas très exacte, mais en tout cas le français, lui, fait le lien immédiatement, hein, le passage entre l'instable et le maintenant, ce que l'on tient en main, qui dure, et qui, d'une certaine façon, nous fait accéder à un état de vigilance et d'attention par rapport aux personnes ou aux choses qui nous entourent. Dans mon précédent livre, j'avais longuement réfléchi sur la question de responsabilité à l'égard des générations futures, et dans celui-ci, j'ai repris de façon plus philosophique cette question. Et j'en arrive à la conclusion que cette responsabilité à l'égard du futur, à l'égard des générations futures, elle n'a de sens que si elle s'exerce ou si elle s'accomplit maintenant. C'est un impératif du présent. C'est pas on va voir dans quelques années, on va faire un moratoire, on va respecter le principe de précaution, mais on fera le point plus tard. Ce qui est, comme vous le savez, actuellement l'essentiel des politiques écologiques conduites par les gouvernements. Voilà. Et donc, ça, je crois qu'il est tout de même important de prendre conscience de la situation présente et d'en avoir la responsabilité en sachant que c'est la responsabilité à l'égard du présent qui construit notre responsabilité à l'égard des générations futures. On va évidemment revenir sur cette dimension politique qui est absolument fondamentale. Peut-être avant, on pourrait opposer une réserve un peu brutale, en fait, un peu grossière, hein, sans doute, un peu lourde, mais finalement ce rapport au temps, est-ce que ça ne serait pas un peu le privilège de ceux qui ne sont pas vraiment soumis aux nécessités et qui du coup peuvent se rapporter à l'instant pour en faire quelque chose d'un peu consistant et d'émancipatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que si je dois me réveiller à 6h du matin pour accomplir un travail dans lequel j'exprime à peu près rien de moi-même, mais que je dois accomplir, comment puis-je retrouver cette espèce d'immédiateté au réel ? D'une certaine façon, plus la contrainte est forte, plus l'impératif du présent nécessairement se rappelle à vous. Donc, moi je pense que c'est un type d'expérience, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un type d'expérience qui ne nécessite aucun capital culturel. C'est un type d'expérience qu'on fait à l'épreuve même des faits, de la façon dont on résiste à des situations. Voilà, il y a quelque chose de fondamental par rapport à la morale. C'est un fondement de la morale que ce rapport
au temps. C'est à partir de là où on peut construire des tentatives de libération, des infra-libérations qui ne sont pas encore des libérations par rapport aux dispositifs de domination, etc., mais qui ouvrent un minimum d'espacement par rapport à ces contraintes et que l'on fait uniquement, ou que l'on peut atteindre uniquement par notre rapport au temps, par des rythmicités, des mises en rythme, une organisation de la vie qui, encore une fois, me semble-t-il, ne passe pas nécessairement par des études longues ou une préparation intellectuelle, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être éprouvé par chacun. C'est, à mes yeux, une expérience fondamentale, universelle, et qui est à la portée de tous, qui ne demande pas un ticket d'entrée. Alors maintenant, tout est fait pour que nous n'accédions pas à ce type d'expérience. Et peut-être que tout est fait pour que nous n'accédions pas à ce type d'expérience, parce que c'est une expérience universelle, globale, sans ticket d'entrée, et donc dangereuse, évidemment dangereuse. Plus l'expérience est ouverte, plus elle est dangereuse. Le type même de l'expérience ouverte, non conditionnée, inconditionnable. D'ailleurs, vous citez Karl Marx au sujet de la maîtrise du temps, et vous dites que que la maîtrise du temps est la condition du pouvoir politique, que les ouvriers devraient se rendre maîtres de leur propre temps, et ainsi ils retrouveront probablement l'énergie morale pour prendre possession un jour du pouvoir politique. Ben voilà, j'ai ajouté ma petite pierre, je dis simplement, mais prendre possession du temps, c'est pas simplement les lois sur le temps de travail, qui était un des soucis importants de Marx, économiste, mais que ça passe aussi par une culture de soi. Voilà. Pour que ce temps gagné sur le système productif ne devienne pas un temps perdu par une certaine économie de la consommation ou une sorte d'occupation de l'esprit ou de l'imagination au service du système productif. C'est ça aussi, comment nous libérer de la mobilisation totale qui réussit à reprendre le temps que le système productif contemporain nous accorde, par les médias, par les réseaux sociaux, enfin par toute cette occupation de l'esprit que le système productif occupe lui aussi. C'est la fameuse formule provocante de l'ancien patron de TF1, Francis Lelay, nous vendons du temps disponible pour... ben voilà, bon, voilà. Alors l'idée, c'est comment faire en sorte que ce temps devienne l'entre-libération de soi et du temps. C'est aussi une façon de rendre indisponible le temps à la mobilisation totale et de se rendre indisponible par rapport à cette mobilisation totale. Et c'est ça l'amitié entre soi et le temps, c'est le fait que tous deux, en marchant de concert, on s'entre-libère de cette capture incessante du temps que le système productif s'efforce d'accomplir. Alors on va maintenir l'expérience ouverte et on va écouter l'instrumental de Miles Davis, Time After Time.
Pierre Kay, pourquoi ce choix d'instrumental Time After Time de Miles Davis? La semaine dernière, j'ai choisi l'interprétation par Dalida d'une chanson originale de Léo Ferré. Et là, c'est l'interprétation instrumentale d'une chanson d'une grande star de la pop australienne qui s'appelle Cyndi Lauper. Et donc, une chanson qui s'appelle Time After Time. Alors, la chanson de Cyndi Lauper, c'est une chanson pop qui dit, comme celle de Léo Ferré, qui dit le passage du temps, les choses qui se défont et qu'on essaye de reprendre, moment après moment, time after time. Et simplement, la version de Miles Davis, elle est expirante, elle montre la fragilité. La version de Cyndi Lauper, elle est pop, elle est plus dynamique, elle est plus heureuse, même si le propos l'est moins. Elle est plus dansante. L'instrumental de Miles Davis est léger. On sent que la fragilité du temps et de ce passage du temps, et je pense que cette fragilité, c'est l'expérience préjudicielle à partir de laquelle quelque chose comme une reprise est possible. Cette possession du temps dont je parlais tout à l'heure, j'essaye d'en montrer la singularité de cette possession, et l'une de cette singularité, c'est la fragilité du temps, et le fait que cette possession ne saurait remettre en cause cette fragilité du temps. D'où la chanson de Léo Ferré interprétée par Dalida, et d'où la magnifique interprétation de Miles Davis. On se dit, mais le son va disparaître et ça va s'arrêter à bout de souffle, en quelque sorte. Et je trouve que ce dialogue avec Cyndi Lauper sur le thème du passage du temps à travers cette interprétation est formidable. Voilà. On parle du temps, mais il y a un terme aussi qui est déjà revenu à plusieurs reprises dans notre entretien, c'est le terme de rythme. Et il me semble que précisément, le pouvoir réside peut-être dans ceci, c'est qu'il est de posséder le temps, c'est-à-dire aussi d'imposer son propre rythme. Et politiquement, j'ai un peu l'impression que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est justement un retard gigantesque des résistances par rapport à un pouvoir qui a toujours un peu un coup d'avance, qui impose toujours son propre rythme, ses propres péripéties parfois. Comment faire autre chose que ne pas hausser le rythme nous-mêmes pour essayer de rattraper quelque chose qui finalement aura peut-être toujours un peu un coup d'avance? Il y a deux façons d'échapper à une situation. Par les combles, dans un jeu d'intensification, de course à l'échalote, pour le dire trivialement, de course à l'échalote ou d'échelle de perroquet. Et ça, c'est nécessairement une logique d'intensification de la violence. Où on peut, un peu à la façon de Montaigne, essayer de sortir du jeu, ou d'emprunter, pour parler comme des lignes de fuite. Mais Montaigne dit des choses assez semblables. Comment sortir, se déplacer de façon aussi un peu latérale. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai choisi aussi des chansons, des musiques qui se déplacent, des interprétations qui déplacent l'interprétation originelle. Voilà. Donc j'aime bien ce jeu de déplacement. Et moi je dirais qu'il ne s'agit pas d'une opposition de rythme dominant du système productif par rapport à des rythmes particuliers. Je ne trouve pas le système productif si rythmé que cela. Et c'est bien précisément parce qu'il n'est pas rythmé qu'il a toujours besoin d'une campagne de communication permanente pour donner un minimum de sens. Si le système productif était si rythmé, il n'aurait pas besoin d'être si bavard. Il n'aurait pas besoin d'effets d'annonce permanents. Il n'aurait pas besoin de storytelling. Pourquoi ? Pourquoi ? Précisément parce qu'il n'a pas de rythme. On n'a plus besoin de toutes ces prothèses infrasignifiantes, si j'ose dire, tellement le sens est pauvre. On n'a plus besoin lorsqu'on est en rythme. Et donc, le rythme propre, c'est certainement la meilleure des résistances par rapport à ce système productif qui manque de rythme. Alors, le rythme propre comme meilleure résistance, ça suppose un certain rapport au passé et au futur. Un rapport, vous l'avez déjà dit la semaine dernière, c'est une relation d'amitié avec le temps, avec le passé. Et vous dites aussi, plus précisément, il nous faut consentir au passé, mais aussi aimer son épuisement. Alors, c'est une jolie idée, même si on peut reconnaître assez facilement qu'il y a des passés qui ne passent pas. On peut penser à tous ces passés traumatiques, à tous ces passés qui échappent au simple effort de la volonté de penser. Est-ce qu'on peut revenir sur cette idée de ce rapport au passé auquel vous appelez? Oui, alors je vais revenir sur cette notion de libération du temps. Libérer le temps, c'est de faire en sorte que le temps
passe, time after time, mais ce sont plus des instants qui passent, ce sont des maintenant, c'est-à-dire des moments résolus. Et donc effectivement, libérer le temps, c'est lui permettre à la fois de se libérer des traumas du passé ou de la charge du passé qui ne passe pas. Vous l'avez dit, faire en sorte que le passé, qu'on se réconcilie avec son passé et qu'en se réconciliant avec son passé, on mette un terme au passé. Alors, la notion de terme, elle est intéressante, elle est ambiguë. Un terme, c'est mettre une fin, mais c'est aussi signifier un accomplissement. Donc, tirer les plus beaux fruits de ce qui est passé. Et on pourrait faire la même remarque par rapport au futur, sans doute de façon tout de même un peu différente, et dire simplement, c'est assumer ce qui vient sans appréhension. Alors, je vais revenir aux stoïciens, à nos chers stoïciens, nec metu nec spe, sans peur, sans espoir. C'est une formule formidable. Donc, assumer le moment qui vient sans crainte, parce que, il y a en réalité un rapport de consécution, parce qu'on ne porte pas d'espoir, on ne se projette pas dans le futur, et on ne se projette pas dans le futur parce qu'on considère que son rapport au présent est suffisamment accompli pour ne pas demander un plus. C'est parce que le rapport au présent est inachevé qu'on cherche plus ou mieux ou devant. Voilà. Si on a un rapport apaisé au présent, il n'y a aucune raison d'avoir peur du passé ou aucune raison de se projeter comme ça, de projeter des espoirs, des illusions, souvent des illusions ou qui conduit à la désillusion. Donc il me semble que c'est cela, libérer le présent, c'est de faire en sorte que le passé passe et que le futur soit assumé sans crainte ni espoir. Là, c'est clair qu'il y a une opération de renversement dans une société qui, justement, est dans une injonction permanente du projet, du projet qui est absolument permanent et qui, évidemment, fait nourrir de nouvelles pathologies du temps, comme l'anxiété, comme le stress. Donc là, il y a quelque chose effectivement, de passionnant dans cette philosophie qui en appelle à résister à cette projection un peu obligée, quoi. Oui, tout à fait. Ce que j'appelle les chronopathologies, et qui me semblent tout de même assez présentes dans la philosophie du XXe siècle. Et c'est précisément parce qu'on n'arrive pas à accomplir le maintenant qu'on a des rapports si difficiles au passé. C'est parce qu'on se projette dans le futur que le passé fait retour aussi, Ça, Heidegger l'a bien compris. Il en a même fait une sorte de force ontologique de cette chronopathologie. Et il me semble que cette force, cette chronopathologie qui a rapport à une certaine détermination de la force de l'être, me semble expliquer tout de même aussi des pathologies de la puissance. Et que tout ça n'est pas totalement étranger à la question politique que porte la philosophie du premier XXe siècle et peut-être même du second. Vous avez choisi un extrait du livre American Psycho de Bret Easton Ellis. L'extrait est lu par Aline Crétinoir. Où était la nature et la terre, l'eau et la vie? Je vis un désert sans fin, semblable à quelques cratères, si dépourvu de raison, d'âme et de lumière, que l'esprit ne pouvait le concevoir, à quelque niveau de conscience que ce fût, et que, si l'on s'en approchait, l'esprit reculait, pris de vertige. C'était là une vision si claire, si réelle, si essentielle, qu'elle en était presque abstraite dans sa pureté. C'était là une chose que je comprenais. C'était ainsi que je menais ma vie. Ce que je bâtissais avec mes moindres gestes, c'était ma façon d'aborder le tangible. C'était la géographie autour de laquelle gravitait ma réalité. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que les gens puissent être bons, ou qu'un homme pût changer, ou que le monde pût être meilleur au travers de ce plaisir que l'on prend à tel sentiment, telle apparence ou tel geste, à recevoir l'amour ou l'amitié de son prochain. Rien n'était affirmatif. Le terme de bonté d'âme ne correspondait à rien. C'était un cliché vide de sens, une sorte de mauvaise plaisanterie. Le sexe, c'est la mathématique. L'individualité n'a plus lieu d'être. Que signifie l'intelligence? Définissez ce qu'est la raison. Le désir, un non-sens. L'intellect n'est pas un remède. La justice, morte.
La peur, le reproche, l'innocence, la compassion, le remords, le gaspillage, l'échec, le deuil, toute chose, toute émotion que plus personne ne ressent vraiment. La pensée est vaine, le monde dépourvu de sens. Dieu ne vit pas. On ne peut croire en l'amour. La surface, la surface, la surface, voilà ce dans quoi on trouve une signification. C'est ainsi que je vis la civilisation, un colosse déchiqueté. Évidemment, un passage extrêmement fort, important, et on retrouve d'ailleurs dans votre livre plusieurs fois des commentaires de ce livre American Psycho de Bret Easton Ellis. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce choix en particulier ? Juste un petit mot sur le passage. Vous avez trouvé que j'ai l'esprit sombre, hein. Le chant d'Ethel Adnan était aussi assez tragique. Ce sont deux passages convergents, mais qui ont des provenances tout à fait différentes. Ethel Adnan réfléchissait sur la tragédie du Moyen-Orient. Bret Easton Ellis, lui, décrit avec un immense talent le New York des financiers de Wall Street des années 90, du boom néolibéral. Ce sont donc deux mondes, deux histoires extrêmement différentes, et en fait, ce sont les mêmes histoires qui disent quelque chose d'essentiel de la situation contemporaine, précisément en raison de leur provenance extrêmement différente, et de leur origine extrêmement différente. Alors, j'ai choisi American Psycho de façon plus générale pour cette raison-là, parce que c'est le grand roman de l'époque néolibérale, et avec une puissance anthropologique ou désanthropologique, une démonstration de la façon dont ce monde néolibéral non seulement désindividualise, mais en fait rend impossible toute identité. Alors ça, ce qui est en plus un instrument de construction romanesque formidable, puisque on ne sait plus qui fait quoi. Donc il y a des crimes, en veux-tu, en voilà, mais il n'y a aucune imputabilité, aucune responsabilité possible, puisque personne ne reconnaît personne, et que les seuls signes d'identité, ce sont les marques des vêtements, des chaussures, enfin les marques de la mode, qui sont les seuls éléments, le name dropping des marques de la mode, qui sont le seul élément d'identification de ce monde de Wall Street des années 90. Bon, c'est précisément ce que j'essaye de penser, c'est mais comment retrouver un minimum d'identité à partir d'outils minimalistes que sont notre rapport à l'espace et au temps, des outils assez abstraits, des outils qui nous sont donnés à la naissance, qui font partie de notre équipement initial. C'est pour ça que je disais, mais le ticket d'entrée, il est à 0, puisque ça commence dès le début. Et il faut revenir précisément à cette origine-là, la plus simple de notre naissance, pour essayer de remonter ou de sortir de cette nasse que des siècles et des siècles de construction technique, mentale, intellectuelle, technique a fini par produire, et qui se traduit par le Wall Street de Bret Easton Ellis dans American Psycho. Ce livre est aussi l'occasion pour vous de faire une critique importante d'une de ces injonctions contemporaines qui émanent donc à la fois bien sûr de l'économie, mais aussi de certaines philosophies contemporaines. C'est celle de potentialiser la vie, de se voir devenir. Il y a quelque chose un peu qui nous pousse à traquer toujours les possibles, à potentialiser au risque de l'effondrement psychique, au risque de la défiguration psychique, au risque de la dissolution. Et pourtant, cette expérience de la potentialisation, ce mythe un peu néolibéral, en 2024, il est encore très fort. Je pense notamment à Enoch Stagg qui, dans son expérience, dans son aventure de l'Everest, nous rappelle que la vie est toujours pleine de possibilités infinies. Alors, à la potentialisation permanente, vous opposez quelque chose qui est important, c'est la constance. Oui, alors revient dans mon travail cette critique que je fais à une certaine philosophie contemporaine, des philosophies de la multiplicité, qui sont tout de même des philosophies dominantes, et une critique qui dit, mais tout ça, ce sont
des discours qui sont très facilement capturables par le dispositif économico-productif. Alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, néolibéral, post-libéral. Post-libéral me semble meilleur, mais c'est pas le lieu d'en parler. Que moi je suis un peu foucaldien, c'est-à-dire je suis sensible à cette idée des dispositifs pratico-discursifs. Et donc notre dispositif productif, c'est un dispositif extrêmement puissant qui est capable d'intégrer un certain nombre de discours pour se légitimer et pour même dynamiser ces modes de production. Et il me semble que le discours sur les potentialités, sur les possibilités, sur la multiplicité est d'une ressource formidable pour la destruction créatrice, pour les grands opérateurs du monde productif contemporain. Donc j'oppose la constance. La constance, ça signifie deux choses. Ça signifie d'abord, étymologiquement, se tenir avec soi-même. Être avec soi. Et être debout avec soi, si on veut aller jusqu'au bout de l'étymologie. Voilà. Et puis, ça veut dire être responsable, rendre raison, ou en tout cas être responsable de son rapport au présent, de son rapport au temps, d'en rendre raison, et de précisément, à travers le temps, tenir quelque chose qui n'est pas une identité, mais qui tient lieu d'identité. Il n'y a pas d'identité préalable, mais précisément parce qu'on se tient avec le temps, dans le temps on se tient, eh bien, on réussit à construire de la durée. Nietzsche dit, il faut tenir ses promesses. Et ces promesses, c'est pas je vais faire quelque chose dans le futur, c'est être là, c'est être présent, être là, et être là pour les autres, en sachant que on peut compter sur vous, que ce que vous avez fait, là, vous le referez d'une autre façon, parce que vous êtes présent au présent. C'est ça la promesse. C'est donner aux autres la certitude que vous serez là, que vous serez toujours auprès des autres parce que vous êtes auprès de vous. Donc, vous voyez, on est loin des possibilités, des transformations infinies, de la dépossession de soi pour accéder à des niveaux intensifiés d'existence. Voilà. Niveau intensifié d'existence que Bret Easton Ellis, dans American Psycho, résume par cette pharmacie infinie de drogue qui traverse le roman et qui, avec souvent des effets drôlatiques, et qui est en fait pour lui cette expression des possibilités infinies. Ça se termine toujours par des substances. Donc c'est aussi une réflexion sur la place des substances dans le système productif contemporain qui, il me semble, totalement consubstantiel. C'est-à-dire on a un système productif contemporain qui a besoin des substances, et le discours sur les potentialités et les multiplicités, c'est la construction théorique de cette articulation entre production et substance. Il a besoin de substance, il a besoin aussi de quelque chose, c'est notre attention, quoi. Et vous dites pourtant que justement cette affaire de présence au présent, c'est une affaire d'éveil, c'est une affaire de vigilance et d'attention. Or aujourd'hui, ce qui est traqué globalement par l'économie, c'est précisément notre attention. Comment on peut opposer, comment faire face en fait à cette... Je reviens sur les substances. Les substances sont une sorte d'ersatz qui essaye de gérer cette difficulté de l'attention, cette impossibilité de l'éveil, voilà. Et donc, on a ces ersatz qui ne remplissent jamais leur rôle, comme on le sait, mais qui donnent l'impression qu'on est présent au présent. Certaines substances ont cet effet-là, mais pour le coup, c'est une présence au présent qui n'a aucune promesse. Et finalement, la promesse, la constance, ça, c'est vraiment la pierre de touche de la présence au présent. Et cette attention, cet éveil, c'est vraiment le terme qui convient, c'est là une certaine lucidité par rapport à cet état de choses que vous venez très justement de décrire. Alors Pierre Quier, on arrive à la fin de notre entretien. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités, mais on ne devrait pourtant pas vous la poser si on vous a bien écouté. Mais qu'allez-vous donc faire demain ? Faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors c'est vrai, j'ai une vie, alors certains diraient, les potentialistes diraient une vie répétitive, moi je dirais une vie rythmée.
Alors demain, j'ai pas trop de choses administratives à faire, donc je vais me lever. Je vais poursuivre mes lectures pour le séminaire que je fais le 11 octobre sur Marx économiste. Oui, les questions aussi du rapport du système productif au temps. Vous avez cité cette phrase importante du Capital. Et sans doute verrai-je un ami. Oui, je déjeune avec non pas un, mais 5 ou 6 amis. Et voilà, c'est tout simple. C'est la vie quotidienne. Demain sort mon livre aussi. Mais jamais. Bon, voilà. Des choses aussi simples. Et ça, tout ça ne va pas changer mon rythme. Et voilà. Et en même temps, on occupe avec inventivité la routine, le quotidien ou les choses qui se répètent. Merci beaucoup, Pierre Kay, pour cet entretien. C'était un moment passionnant passé avec vous. Merci de votre venue, de votre présence et de votre attention. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.